Donc, bonjour à tous, je me présente, je suis Samuel Saint-Amand, je suis étudiant au doctorat en santé-société à l'UQAM. Je suis membre de la RSVQ depuis maintenant bientôt 2 ans. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui est intitulé « La psychose et la ville », organisé par les axes éthique et santé mentale des populations du réseau de recherche en santé des populations du Québec, en collaboration avec le réseau Calaxia. Donc, avant de vous débuter, je vais vous expliquer quelques petites choses. Je vous informe que la séance va être enregistrée pour être ensuite rendue disponible pour rediffusion sur la plateforme YouTube. Le conférencier aujourd'hui est Daniel Weinstock, responsable de l'axe éthique du RSVQ, professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université McGill et directeur de l'Institut des politiques sociales et de la santé à l'Université McGill. Et on a aussi Yann Gould, qui est professeur en psychiatrie et philosophie à l'Université McGill, qui va être là pour assister Dr. Weinstock dans la présentation et la réponse des questions par la suite. Donc, à la suite de la présentation, on va avoir une période de questions et d'échanges avec l'audience. Je vous invite à écrire dès maintenant et tout au long du webinaire vos questions pour nos conférenciers dans le module questions et réponses situé au bas de votre écran. Pour toute autre question, vous pouvez les écrire dans le module conversé et les coordonnatrices Gabriela et Denise vont se faire un plaisir de vous répondre. Je vous invite également à inscrire dans le module conversation le nombre de participants dans votre salle si vous êtes plus qu'une personne. Enfin, je vous informe que vous recevrez dans les prochains jours un courriel pour l'évaluation du webinaire, ainsi que les liens pour obtenir le PDF de la présentation et visionner l'enregistrement du webinaire. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à notre conférencier, professeur Daniel Weinstock. Bonjour et merci beaucoup d'être là virtuellement pour qu'on puisse partager un peu une recherche qui est vraiment très en cours, où on a encore plus de questions que de réponses qu'on pourrait partager avec vous, et qui essentiellement touche à la tentative d'expliquer un des phénomènes les plus frappants concernant une famille de désordres psychiatriques communément nommés psychoses, qui est leur beaucoup plus grande importance en termes de nombre dans des contextes urbains, en ville. Et donc, le projet de recherche dans lequel je suis impliqué avec mon collègue Yann Gould et d'autres, est une initiative très interdisciplinaire, puisque, comme vous allez voir, la réponse aux questions que l'on pose exige vraiment que nous allions au-delà des ressources traditionnelles de la psychiatrie pour puiser vraiment dans les recherches en sciences sociales et en théorie, donc théorie de l'organisation sociale. Alors, pour mettre la table, quand on parle de psychose, on parle d'une famille de désordres qui inclut des symptômes positifs comme des délires, des hallucinations, des désordres au niveau cognitif de la pensée, mais également ce qu'on peut appeler des symptômes négatifs, une affectivité émoussée, une pauvreté de la pensée au niveau de la parole, une volonté qui est également affaiblie. Il y a toutes sortes de variations dans la présentation de la psychose. Il peut y avoir des épisodes très brefs. Ce qu'on verra, c'est que les gens qui ne sont pas nécessairement classifiés comme étant malades peuvent, à différents moments, très brièvement dans leur vie, avoir des symptômes que l'on qualifie de l'ordre de la psychose, en des voix, etc., etc. Ça peut également se présenter de manière chronique dans la vie d'un individu et la forme de psychose qui est probablement la plus connue et qui affecte la vie des gens de la manière la plus profonde et la plus durable, c'est évidemment la schizophrénie. Donc, pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur de la psychose, encore une fois, on est en train de mettre la table pour les questions qu'on se pose. Au niveau il y a à peu près une personne sur 100 qui est affectée dans le courant de leur vie, donc d'un désordre chronique, mais la présence des symptômes se présente dans plus de 5% de la population, donc on parle quand même d'un ordre de grandeur qui est significatif. À chaque année, il y a à peu près une personne sur 250 qui éprouvera des symptômes. Donc, le point important qu'on cherche à indiquer ici, c'est qu'on peut placer les désordres qui sont de l'ordre de la psychose sur une sorte de ligne continue qui vont donc de la présentation épisodique, parfois très brève, de symptômes à des problèmes qui vont être qualifiés
de pathologies, donc de maladies. Mais encore une fois, on parle d'un phénomène qui va toucher quelque part dans l'ordre de 5% de la population. Alors, le point important, qui est le point de départ un peu du projet de recherche, donc que nous menons avec une équipe de recherche qui, encore une fois, inclut des psychiatres, des épidémiologues, des philosophes, des spécialistes de l'urbanisme, c'est que les explications qu'on peut qualifier de endogènes, des explications donc réductives, neurologiques, sont insuffisantes pour expliquer les taux de variation de la psychose dans une population. On sait que les facteurs génétiques comptent, mais il n'y a qu'à peu près 40% de concordance chez les jumeaux. Donc, pour le dire très simplement, deux jumeaux identiques, il y a 40% de chances d'une concordance au niveau de la psychose, ce qui est, quand on y pense, assez peu. Ça veut dire qu'il y a une grosse partie de l'explication qui va dépendre de facteurs autres. Donc, il y a encore peu de connaissances qui sont vraiment suffisantes pour expliquer, encore une fois, ce qui nous intéresse, et donc pas seulement le nombre brut de gens qui présentent des facteurs de psychose, mais également la variation à travers la population, de se concentrer sur le cerveau psychotique est carrément insuffisant. Il y avait, dans les années 70, une hypothèse, donc Ian pourra peut-être parler davantage si les gens sont intéressés pendant la période de questions concernant la variation au niveau des taux de dopamine. Encore une fois, je pense qu'il est accepté plus ou moins par tout le monde qui fait de la recherche sur la question aujourd'hui, que c'est une explication qui est insuffisante pour comprendre ce que l'on cherche à comprendre. Bon, il y a des facteurs de risque qui sont connus, qui sont avérés, certains problèmes au niveau de la grossesse. Intéressant, les naissances à l'hiver plutôt qu'à d'autres moments de l'année semblent avoir une corrélation positive. Quand le père est plus âgé, et un facteur sur lequel il nous faut mettre l'accent, pour des raisons évidentes, étant donné les changements au niveau de la loi au Canada, il y a quand même une corrélation assez forte avec l'utilisation, donc, surtout chez les gens qui présentent certains facteurs de risque, dont des antécédents familiaux, l'utilisation de certaines drogues, dont le cannabis, dont le statut légal, comme on le sait, vient de changer, représente un facteur de risque quand même qui a été bien étudié et dont il faut tenir compte. Mais il y a, et c'est là où l'originalité de ce que nous essayons de faire dans notre recherche est importante. Il y a des facteurs qui sont davantage de l'ordre social. La toxicité rencontrée dans l'enfance, la mort d'un parent, le fait d'avoir été victime d'intimidation, d'abus sexuels, psychologiques, etc., est un facteur de risque. Le statut de migration, donc il y a une plus haute prévalence de désordres liés à la psychose chez les migrants, et c'est là où on entre dans le vif de notre sujet. Il y a une plus grande incidence de désordres liés à la psychose dans les environnements urbains. Alors, encore une fois, quand on creuse un peu davantage, on voit qu'il y a des différenciations même à l'intérieur de ces catégories. Quand on regarde les populations qui sont issues de l'immigration, on voit que, disons, le risque plus grand de présenter des symptômes de psychose est plus grand à la première et à la deuxième génération. À la première génération, donc, de migration, le risque est à peu près le double de celui de la population générale. Il y a aussi, et là on va rentrer dans des facteurs qui sont quantifiés, mais donc il faudrait, je crois, sur lesquels il faudrait creuser davantage pour comprendre les mécanismes très fins qui opèrent et donc sur lesquels il serait possible d'opérer donc d'intervenir. L'effet de la couleur de la peau, donc ce qu'on appellerait avec un terme un peu passé,
qui n'est plus dans la mode, la race, l'effet de la couleur de la peau peut multiplier le risque encore davantage. Il peut faire de sorte que 5 fois, qu'il y a un risque 5 fois plus important. Alors, une question qui serait intéressante à étudier, puis bon, ce sont les multiples chantiers sur lesquels les études futures pourraient tourner. Comme on le verra plus tard, le phénomène dont on parle est surtout apparent dans les villes, dans les grands centres urbains des pays à revenus élevés, donc dans le monde, entre guillemets, développé. Le facteur, ces facteurs semblent s'émousser, encore qu'il faudrait faire plus d'études sur la question, lorsqu'on rentre dans des pays en voie de développement à revenus bas ou moyens. Donc, quand on regarde l'effet de la couleur de la peau et qu'on regarde des villes qui font partie du monde à revenus élevés, il s'agit surtout donc de minorités à peau noire ou brune dans des majorités à population blanche. Est-ce que l'inverse, dans d'autres, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier issu de facteurs historiques, par exemple, qui pourrait rendre cette différence-là particulièrement forte? C'est une des questions qu'on pourrait se poser alors qu'on avance dans la recherche, mais il est certain que dans les centres urbains dont on parle, qui sont surtout les grands centres urbains du monde à revenus élevés, l'effet de la couleur de la peau est dramatique et donc jusqu'à 5 fois le niveau de risque de la population ne présentant pas cette dimension, cette propriété. Alors, on doit, disons, le début des recherches sur l'impact urbain, proprement urbain au développement de la psychose, à une étude qui a été faite dans les années 30 par 2 chercheurs dont vous avez les noms à l'écran, donc Robert Farris et H. Warren Dunham, donc dont la première étude a été publiée en 1900, dans la fin des années 30 et portait sur les centres urbains américains et notamment sur Chicago. Donc, parmi les résultats de leur recherche, des plus hauts taux de schizophrénie dans des quartiers, dans des régions, disons, comme on le dit en anglais, inner city, donc dans le centre-ville plutôt qu'en périphérie, davantage. Donc, ça, c'est un des facteurs, disons, de l'organisation sociale qui semble porter à risque. Également, dans des régions, dans des parties de la ville qui sont caractérisées par une certaine désorganisation sociale et par un certain isolement social. Donc, des parties de la ville où on ne verra pas des grandes concentrations, par exemple, ethno-culturelles, où les gens vivront plutôt isolés de gens qui leur ressemblent sur le plan ethno-culturel. Alors, ce qui est très intéressant, et c'est une des choses qui, je crois, vraiment invite la recherche, c'est qu'ils n'ont pas, donc, ces 2 chercheurs qui ont initié la recherche qui continue à ce jour sur les effets des centres urbains sur certains désordres mentaux, n'ont pas identifié de différences parallèles pour d'autres formes de désordres, et notamment des désordres liés à l'humeur. La dépression, par exemple, les désordres bipolaires, ils n'ont noté aucune différence parallèle entre des centres urbains et la périphérie ou la campagne. Donc, il semble qu'il y ait quelque chose de particulier qui ne lie pas seulement l'urbanisme, le fait de se retrouver en ville, aux désordres mentaux de manière générale, mais plutôt certains facteurs, certaines dimensions très précises de l'organisation sociale et de certaines parties des centres urbains et une famille bien spécifique de désordres mentaux se caractérise donc par la dissociation plutôt que par une modification au niveau de l'humeur, du style dépression. Alors, ce que la recherche a tendu à démontrer, c'est qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est à propos de la ville qui a cet effet? Et les recherches plus avancées semblent indiquer quelque chose qui, encore une fois, est un fait, mais un fait qui est à la recherche d'une explication, et une explication dont nous ne disposons vraiment pas encore aujourd'hui, qui est que l'effet, c'est-à-dire par exemple que ça touche à l'architecture des villes, au caractère parfois déshumanisant des grandes structures que les gens confrontent, ce ne semble pas être le cas. Il semblerait vraiment que ce soit un effet de 2 facteurs, qui sont d'abord la taille de la population,
hein, la taille de la population et la densité de la population. Donc, pour le dire de manière très brève, vous êtes plus à risque de développer des symptômes liés à la psychose en fonction de la grandeur de la population, donc davantage à New York qu'à Montréal, par exemple, et davantage dans des centres urbains qui se caractérisent par une plus grande densité, donc plus à New York qu'à Phoenix, par exemple, pour mettre l'accent sur des facteurs liés à la densité. Alors, cela pose évidemment des questions parce que qu'est-ce qu'il y a à propos de la taille d'une population qui peut avoir cet effet? Après tout, pour quelqu'un qui vit au centre d'une ville de 10 millions d'habitants, le 10 millionième habitant, pour lui ou pour elle, représente en quelque sorte une abstraction. Ce n'est pas quelqu'un qu'il ou elle va rencontrer dans son quotidien. Et donc, on a un fait qui est encore une fois découvert en 1939, mais répété, confirmé par des études à répétition. On va le voir dans un instant. On a un fait qui est vraiment à la recherche d'une unification, et d'une unification, encore une fois, qui doit mon écran vient de faire apparaître un... Bon. Excusez-moi. Est-ce que ça va? Pour moi, ça va. Tant que les gens continuent à pouvoir m'entendre, c'est correct. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les études, une méta-analyse faite en 2012, qui reprend donc, qui fait une méta-analyse des recherches qui ont été faites sur des décennies, montre que l'effet est presque linéaire. C'est entre densité, taille de la population et l'incidence, donc la proportion de la population qui est affectée. Alors, là, vous voyez donc deux graphiques qui sont repris de l'étude de ces deux chercheurs. Et bon, si vous regardez, je ne sais pas si les gens voient mon curseur à l'écran, mais si vous regardez dans la carte qui est à gauche de votre écran, vous voyez en quelque sorte la partie intérieure de la ville de Chicago, donc les parties les plus densément peuplées et le plus sujettes donc à une population faite en proportion importante d'immigrants. Vous voyez que pour ce qui est donc de la psychose, de la schizophrénie notamment, vous voyez des concentrations quand même relativement importantes dans ces parties intérieures. Si vous passez à bon, il y a un problème technique. Il faut arrêter de rejoindre la leçon. OK, qu'est-ce que je fais? Okay. Je reprends à partir de quand? Je reprends à partir de cet acétate, donc une acétate de la population de Chicago de 1927. Ce qui est important de voir, si vous regardez un peu au centre, à droite des deux cartes, vous voyez donc la partie vraiment centrale de la ville de Chicago, ce qu'on appelle en anglais le inner city. Là. Et vous voyez sur la carte de gauche des très fortes concentrations de psychose, donc notamment de schizophrénie, dans les parties qui sont caractérisées par une haute densité et par une présence importante donc d'immigrants. Et si vous regardez la carte de droite, où là, ce sont plutôt les désordres bipolaires, dépression, etc., qui sont représentés, vous ne voyez pas dans les mêmes endroits de la ville
une augmentation aussi dramatique de ces désordres. Donc, ça pose des questions qui sont centrales à la recherche qui se fait depuis. Non pas seulement pourquoi est-ce que l'effet urbain se fait sentir sur les désordres mentaux de manière générale, mais pourquoi sur cette famille de désordres mentaux de manière particulière. Je fais l'hypothèse en continuant que nous avons réglé tous les problèmes techniques. Bon, je m'en excuse encore. Alors, là, vous voyez, c'est quand même assez, c'est un graphique qui est quand même assez parlant, donc qui est issu d'une méta-analyse où on reprend, qui recense de nombreuses recherches. Et ce que vous voyez, c'est vraiment l'effet assez dramatique. Vous voyez au niveau donc des désordres anxieux, de désordres liés à l'humeur, etc. Des effets liés à la taille de la population sont quand même assez mineurs, 1.2, 1.3, etc. Mais quand on passe, par exemple, à la schizophrénie, donc si vous regardez les 5 cellules donc, inférieures dans le graphique, vous voyez quand même que l'on saute d'ordre de grandeur. Donc, voici ce qui est apparu dans des études pour ce qui est de la différence dans la fréquence de désordres de type bipolaire quand on compare le contexte urbain et le contexte rural. Ce n'est pas très significatif, mais une fois qu'on passe à des désordres qui sont donc de type dissociatif, qui sont de l'ordre de la psychose, on voit des chiffres qui sont beaucoup plus importants et allant jusqu'à, pour ce qui est de la schizophrénie, quand on compare les générations migrantes de deuxième génération et les populations locales, le facteur de multiplication est de l'ordre de presque 5. Donc, encore une fois, là, on est bien au-delà de l'étude des 2 chercheurs américains originaux. On parle de recherches qui ont été faites à la fin des années 2000 jusqu'à très récemment, et on voit que ce facteur se répète encore de manière très forte et se confirme donc à travers les études répétées. Alors ici, vous avez 2 tableaux qui ont tendance à introduire encore une autre question à notre recherche. Vous avez un tableau où à gauche, vous avez des pays à bas revenus et dans le milieu des pays, disons, de revenus moyens. Et ce qui est important de voir, on ne va pas les passer en revue tous, c'est que il y a donc l'effet urbain dont on parle ne se présente pas dans ces pays. Hein? Si vous regardez, le chiffre qui est important, c'est celui qui est au bas des 2 colonnes, l'hétérogénéité globale. Et vous voyez que pour ce qui est des pays à bas revenus, on est à 1,03. Pour ce qui est des pays à revenus moyens, on est à 0,97. Essentiellement, il n'y a aucune variation dans ces pays. Ce qui peut être le fruit de 2 facteurs. Hein, et là, je crois que la recherche doit urgemment chercher à voir lequel de ces 2 facteurs est opérant. Le premier facteur, c'est tout simplement que ces chiffres plus bas soient le résultat de méthodes de collecte de données, d'analyse de données qui sont lacunaires par rapport à celles que l'on a dans les pays à revenus élevés. Et donc, il va falloir, et bon, il y a une membre de notre équipe qui est en train d'essayer de voir si c'est le cas. Si on est tout simplement en train d'observer, non pas quelque chose qui nous apprend des choses sur les phénomènes que nous cherchons à comprendre, mais tout simplement un résultat qui est lié aux méthodes de collecte de données. Donc, c'est très important de le savoir parce que s'il devait s'avérer qu'il y a véritablement une différence au niveau des phénomènes que nous cherchons à comprendre, plutôt que simplement le résultat de questions méthodologiques. Alors, nous avons une question encore plus précise à poser, et donc des hypothèses de recherche encore plus précises à mettre de l'avant et à tester. C'est que ce n'est pas tout simplement le fait de l'urbanicité brute, niveau de population et densité, migration, etc., qui opère. C'est également la manière par laquelle nous avons organisé la ville dans les pays, entre guillemets, développés, donc à haut revenu, qui seraient, disons, qui auraient une incidence et qui expliquerait le fait que nous nous retrouvons avec les chiffres dramatiques que vous avez pu voir dans la dernière acétate, alors que dans les pays en voie de développement, ça ne se présente pas. Donc, il est très important pour comprendre, encore une fois,
les plus précis seront nos identifications des facteurs d'explication, le plus nous pourrons intervenir de manière effective. Et là, c'est une question qui est vraiment urgente, sur laquelle il faut que nous ayons plus de clarté. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié au mode d'organisation spécifiquement des villes du monde, disons, à revenus élevés ou pays donc plus riches? Alors, nous avons également des études neurologiques qui démontrent qu'il existe au niveau du cerveau un effet urbain. Hein. Vous avez ici des images qui montrent que, à travers la population, donc pas seulement pour la population qui est affectée par des symptômes liés à la psychose, il y a, du fait de vivre dans une ville, une activité augmentée dans une certaine région du cerveau. Là, on est loin de ma propre spécialité, mais ça nous montre que l'effet urbain est effectif au niveau du cerveau lui-même. Donc, quand on cherche, mais il est insuffisant, encore une fois, pour comprendre les phénomènes que nous cherchons à comprendre ici. Alors, quand on regarde un peu, disons, les tentatives, maintenant, on a un fait qui est avéré à travers l'histoire, avec cette variation qui est quand même importante, que jusqu'à ce que nous puissions régler la question que j'ai identifiée tout à l'heure, nous ne savons pas s'il s'agit d'un phénomène urbain global ou un phénomène urbain lié au grand centre des pays développés. Nous avons une série d'explications qui vont, disons, du physiologique, des explications algorithmiques, aux explications plus sociales, et il nous semble que l'on ne peut pas faire l'économie d'explications sociales. Alors, parmi les causes physiques, on en a déjà parlé au tout début de la présentation, il y a des complications liées à des complications obstétriques, des complications donc pendant la grossesse des femmes, notamment des femmes qui sont atteintes de grippe et des problèmes liés au niveau de la nutrition des femmes. Il semblerait qu'il y ait également, alors j'ai dit tout à l'heure qu'on note quantitativement que les personnes nées à l'hiver présentent plus donc de symptômes psychotiques que la population générale. Il semblerait que ce facteur soit un peu plus fort dans les villes qu'ailleurs. Et encore une fois, nous avons également parlé du facteur de risque que peut représenter la consommation de certaines drogues. Il y a une explication qui a été, je crois, exclue de manière assez définitive par la recherche, qui est ce qu'on appelle en anglais l'explication du social drift. Donc, l'idée ici, essentiellement, est que peut-être ce que nous voyons, ce n'est pas tellement l'opération de facteurs liés à l'urbanicité ou au caractère des villes, mais plutôt au fait que les gens qui sont atteints de certains désordres psychotiques gravitent davantage vers les villes pour toutes sortes de raisons, peut-être parce qu'ils pensent pouvoir y retrouver plus de traitements, enfin, il y a plein d'explications que l'on pourrait imaginer opérant donc sur le fait que les gens vont vers les villes lorsqu'ils sont atteints de certains problèmes de santé mentale. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de rentrer dans le détail de cette recherche, mais il semblerait, encore une fois de manière définitive, ça a été établi que ce n'est pas le cas, que c'est vraiment quelque chose au niveau des facteurs urbains qui opèrent. Alors, encore une fois, nous essayons ce qu'il nous faut essentiellement, et je crois que c'est là où la recherche en est, c'est disons, le front le plus intéressant de la recherche, mais comme on le verra plus tard, il nous faut encore développer des manières de poser des questions aux données et de générer des données qui sont plus précises que celles que nous avons. Alors, parmi les causes sociales qui peuvent opérer, il y a évidemment le statut socio-économique. Il semblerait qu'il y ait l'isolement. Hein. Encore une fois, il semblerait qu'il y ait un facteur ou une tendance à une certaine immunisation des individus lorsqu'ils sont entourés de gens qui sont, entre guillemets, comme eux. On a vu tout à l'heure que le statut d'immigrant augmente de fait le risque d'un individu. Il semblerait que parmi les immigrants, dans les catégories d'immigrants, il y a plus de risques pour une personne qui se retrouve isolée de son groupe de rattachement que pour les gens qui se retrouvent dans des enclaves où ils sont entourés de gens comme eux. Il y a là un phénomène intéressant et qui ont des incidences directes pour les politiques publiques.
pour le dire très rapidement, et je ne sais pas comment on est pour le temps, je n'ai pas regardé OK, bon, on est parfait. On a tendance à penser, sans regarder ce genre de facteurs de risque au niveau de la santé mentale, que grosso modo, c'est une mauvaise chose dans une société marquée par l'immigration, que les migrants se regroupent trop entre eux. On a tendance à décourager un peu la création de, entre guillemets, ghettos, d'enclaves ethniques. Or, il semblerait que une des raisons pour lesquelles les migrants se regroupent peut-être en enclave ethnique, c'est par réflexe d'autoprotection, puisqu'il semblerait que même si le statut de migrant augmente le risque lié à la psychose, le fait de se retrouver dans des enclaves ethniques le baisse. Donc, ce sont des choses que l'on sait. Donc, la fragmentation, l'idée de quartiers, de parties de la ville qui sont extrêmement diverses, où il ne semble pas y avoir d'organisation sociale, peut augmenter jusqu'à 13 fois les risques. Alors, il y a je dirais, ce que j'appellerais une famille d'explications qui semble être la direction dans laquelle la recherche se dirige, qui est, disons, la famille d'explications qui passe par l'idée de la défaite sociale. Hein? L'idée que les gens, dans leurs interactions, vivent des situations qu'ils perçoivent comme étant en quelque sorte des défaites, qui renforcent leur sentiment d'être dans une situation défavorisée, d'être dans une situation hiérarchique assez peu intéressante. Il y a des études donc, qui ont été menées, alors là vous voyez sur le slide, vous voyez je crois que ce sont des rats. Hein, et ce sont des études qui ont été menées donc, sur des animaux qui ont tendance à montrer que le fait de se retrouver dans une situation de défaite, donc un animal qui rentre et qui se fait remettre à sa place par, disons, le mâle dominant dans un groupe, va avoir donc des comportements qui sont des comportements qui ressemblent en quelque sorte à des comportements donc psychotiques que l'on a identifié tout à l'heure, mais il semblerait également qu'on ait identifié des effets de cette situation sur le cerveau, donc des animaux qui ont fait l'objet des expériences. Donc la question qu'on se pose, c'est que, évidemment, de manière plus complexe, pour les êtres plus complexes que sont les êtres humains, est-ce que quelque chose de l'ordre de la défaite sociale peut être là où nous devons aller chercher des explications plus fines et donc des explications susceptibles d'engendrer des réponses au niveau des politiques sociales. Alors, la défaite sociale, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses différentes. Ça peut être une défaite sociale qui est liée à des rencontres réelles, factuelles. Hein, le fait, bon, quand on retourne au facteur de couleur de la peau, est-ce que, par exemple, le fait, dans une société qui est largement marquée par des attitudes de type raciste, est-ce que le fait de se faire regarder concrètement à de multiples reprises, ou même de se faire passer des remarques désobligeantes dans ces rencontres factuelles, peut avoir... est-ce que c'est là qu'il faut regarder? On peut comprendre la défaite sociale par opposition à cela, de manière un peu plus, si je peux me permettre l'expression, abstraite. Le sentiment qu'une personne est la victime de multiples types de désavantages sociaux. Bon, la recherche sur l'intersectionnalité nous suggère que les gens qui sont les plus désavantagés, ce sont les gens qui sont marqués non pas par une, mais par plusieurs facteurs qui ont tendance à marquer le désavantage dans une société, le fait d'être une personne racisée, une femme plutôt qu'un homme, etc., etc. Est-ce que l'intersection de tous ces facteurs est quelque part un lieu que nous devons regarder? Est-ce que donc il y a plus d'occurrences du désordre que nous cherchons à comprendre chez les gens qui sont caractérisés par par un regroupement intersectionnel de désavantages que par des gens qui n'en présentent qu'un. Je commence à manquer de temps, donc je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ce que j'essaie de montrer, c'est que l'hypothèse de la défaite sociale dans une communauté humaine qui est quand même un organisme beaucoup plus complexe que ne l'est une communauté d'animaux comme des rats, l'hypothèse de la défaite sociale, c'est le début plutôt que la fin de la recherche. Ça nous pointe dans la direction d'un ensemble de facteurs qu'il faut chercher à identifier et à étudier de manière un peu plus fine que nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Pour pouvoir arriver donc à la fin, je ne vais peut-être pas passer en revue tous
tous les facteurs qui sont ici. Mais encore une fois, on peut voir comment, disons, des différentes manières de comprendre la défaite sociale, intuitivement, peuvent se présenter davantage dans les centres urbains qu'ailleurs. Bon, si on voit la défaite sociale comme étant le fait d'interaction concrète entre des individus, ben c'est sûr qu'une personne qui sort de chez elle pour aller faire son épicerie va simplement, à cause du genre de choses qu'est une ville, avoir plus de rencontres, plus d'interactions qu'une personne qui fait la même chose dans un lieu moins densément peuplé ou dans un lieu où il y a moins de gens. Bon, des facteurs qu'il faut contrôler, est-ce que l'inégalité est plus grande dans les villes que dans d'autres régions de la société? Et donc, est-ce que le fait d'être marqué par une intersection de facteurs de désavantage va se manifester davantage dans les villes qu'ailleurs? Donc, il y a une sorte de plausibilité prima facie, à première vue, aux hypothèses plus concrètes liées à la défaite sociale, et au fait que la fréquence donc, des désordres de type psychotique se présente dans les villes. Mais encore une fois, il faut les étudier de manière plus fine. Il nous faut, et là c'est le philosophe qui vous parle, il nous faut, je crois également, identifier des indicateurs qui sont plus robustes des phénomènes que nous cherchons à étudier. Donc, la première fois que j'ai commencé à m'intéresser donc par l'incitation de mon collègue Ian, qui est ici, assis ici à côté de moi, mais également d'autres chercheurs, j'ai été frappé par le caractère un peu spéculatif des indicateurs qu'on utilisait afin de calculer des choses comme la cohésion sociale. Donc, on fait une corrélation entre le plus ou moins grand niveau de cohésion sociale dans des parties différentes de la ville et le caractère plus ou moins immunisant de cette partie de la ville pour ce qui est des facteurs liés à la psychose. Mais quels sont les indicateurs que l'on utilise pour mesurer la cohésion sociale? Ben, les taux de participation électorale. Donc, on va faire l'hypothèse que plus il y a de participation électorale, plus une partie de la ville est caractérisée par la cohésion, ce qui est une hypothèse qui est pour le moins spéculative. On peut la contester, et pour moi, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'il y a vraiment un déphasage nécessaire, mais qu'il nous faut interroger, entre les facteurs, les indicateurs que l'on cherche à étudier et les phénomènes dont on voit ces indicateurs comme étant en quelque sorte des proxys. Bon, donc j'arrive à la fin de la présentation. Bon, ce qui est clair, c'est qu'il nous faut une recherche qui est, disons, radicalement interdisciplinaire, comme l'est la recherche qui est menée par notre groupe, puisque je crois que, à la fois au niveau des mécanismes fins qu'il nous faut identifier pour passer donc des types d'explications un peu gros sabots que sont des faits sociales, urbanicité, etc., vers des explications plus fines qui nous permettent d'identifier des mécanismes producteurs de plus grands risques de psychose, mais également donc des mécanismes sur lesquels il est possible d'agir au niveau des politiques de manière plus effective. Il nous faut utiliser non pas seulement les recherches de la psychiatrie et de l'immunologie, mais évidemment des recherches au niveau des théories sociales qui ont développé, disons, un vocabulaire, des distinctions. Hein? Je pense, dans la présentation que je viens de faire, à la notion d'intersectionnalité, qui peuvent être en quelque sorte mises à contribution pour développer des hypothèses plus fines sur les facteurs qui, dans une ville, contribuent à l'émergence plus grande de la psychose. Une dernière question, et je terminerai peut-être là-dessus pour maintenant laisser le temps aux questions. Une des questions qu'on ne s'est probablement pas suffisamment posée, c'est qu'est-ce qu'est une ville? Hein? À partir de quand avons-nous affaire à un environnement qui mérite d'être, excusez-moi, un environnement qui mérite d'être caractérisé de ville? Un des fronts intéressants et, je crois, novateurs vers lequel nous devons nous diriger. De plus en plus, comme on le sait, les gens vivent non seulement dans des environnements physiques, marqués comme le sont les villes, par de multiples interactions quotidiennes avec des inconnus, avec des étrangers, hein, avec des gens qui peuvent être perçus donc
comme présentant un risque, mais nous vivons également dans des environnements virtuels. Hein. On commence à faire de la recherche sur l'impact du fait de vivre, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, les gens vivent dans des communautés virtuelles presque autant, sinon autant qu'ils ne vivent que dans des environnements physiques. Et donc, quand nous étudions ces facteurs que sont le grand nombre, que sont les interactions qui peuvent sembler menaçantes, etc., qui, de fait, se trouvent plus souvent dans la vie physique des gens dans les villes, ne devrions-nous pas également faire porter nos recherches sur les environnements virtuels dans lesquels les gens vivent? Ne devrions-nous pas, en d'autres termes, traiter la vie Internet comme s'il s'agissait d'une grande ville, parce que présentant certains de ces facteurs de risque, ne devrions-nous pas l'étudier au même titre que nous étudions des villes comme Chicago, Montréal ou Londres? Alors, comme je le disais, et je vais vraiment m'arrêter là, nous sommes devant un agenda de recherche qui nous semble important et stimulant, qui, encore une fois, cible un fait, hein, qui est rapporté dans la littérature depuis maintenant près d'un siècle, quand on pense aux premières recherches faites aux États-Unis par les chercheurs que j'ai mentionnés tout à l'heure, mais qui est véritablement encore à la recherche d'une explication satisfaisante. Et si on n'a pas d'explication, on n'a pas non plus de manière d'intervenir au niveau des politiques sociales en amont, comme nous voudrions pouvoir le faire, plutôt que, comme on le fait encore presque par défaut aujourd'hui, en aval. Alors, merci de votre attention. Comme je n'ai pas de manière de regarder l'heure devant moi, je ne sais pas si j'ai laissé quand même un peu de temps pour les questions. Je vais également donc maintenant me tourner vers mon collègue Ian Gould, qui va m'aider à répondre aux questions, surtout les questions qui pourraient porter davantage sur les dimensions plus neurologiques et psychiatriques liées à la question que nous avons abordée aujourd'hui. Alors, merci pour votre attention. Et maintenant, je repasse la parole à notre animateur. Merci beaucoup, Dr. Weinstein. C'est une conférence super intéressante. Pour les personnes qui visionnent la présentation, je vous invite à poser vos questions dans la section Q&A au bas de votre écran. On a déjà une question, en fait, de Véronique Guy, qui dit que c'est intriguant, en fait, la moindre incidence dans les pays moins fortunés. Donc, si l'hypothèse de la défaite sociale est intéressante, on se demande quoi penser, en fait, des grandes disparités sociales dans les grandes villes qui existent dans les pays moins fortunés, comme par exemple les classes en haut. Oui. Alors, encore une fois, je voudrais insister sur une chose, c'est que nous ne savons pas encore comment interpréter ces différences. Est-ce qu'il s'agit véritablement, et ce serait évidemment ce qui susciterait les questions de recherche les plus intéressantes, est-ce que ce sont vraiment des différences sur les villes dans certains types est-ce que ce sont vraiment des différences entre des villes dans des pays avec un certain statut économique et des villes dans des pays avec un statut économique plus élevé? Ou est-ce que c'est tout simplement, et nous n'avons aucune manière de l'exclure pour l'instant, tout simplement le reflet des méthodes de collecte et d'analyse de données qui sont peut-être encore pas assez au point dans ces autres pays. Alors, si c'est, encore une fois, disons, l'interprétation la plus intéressante qui est la bonne, là, il nous faudrait voir, donc, évidemment, la première chose qui vient à l'esprit, ce sont les grandes inégalités dans des pays comme les États-Unis, des pays avec des très grandes villes. Et donc, est-ce que ce serait le fait qu'il y ait plus d'inégalités, plus d'interactions qui sont marquées par ces inégalités qui se produisent dans ces pays, ou c'est autre chose? Là, ce qu'il faudrait voir, c'est aller voir des villes qui sont marquées par des grandes inégalités dans des pays à faible et à moyen revenus. Je pense à une ville comme des villes, par exemple, au Brésil. Le Brésil, de manière au niveau national, présente parmi les plus grandes inégalités socio-économiques au monde, ce qui est également le cas dans ces villes. Et donc, ce serait intéressant de voir si, disons, cette hypothèse que ce sont, au fond, les inégalités socio-économiques qui ont le plus d'effet. Il faudrait regarder une ville comme par exemple São Paulo, pour voir si c'est cela. Alors là, il faudrait cibler d'autres facteurs de l'organisation des villes dans des pays comme les États-Unis, comme le Canada, etc. Donc, nous n'avons
d'abord, nous n'avons pas vraiment les moyens d'interpréter les données comme pointant vers quelque chose de particulièrement intéressant. Il se pourrait que ce soit un artefact tout simplement des méthodes de collecte de données. Et une fois que nous avons, si jamais nous excluons cela, nous sommes devant encore l'inconnu. Nous devons donc continuer à contrôler les différents facteurs en regardant des villes dans les catégories pays de revenus faibles et pays de revenus moyens qui présentent un facteur qui pourrait être davantage présent dans les villes de pays développés pour voir si c'est ce facteur-là qui joue ou non. Donc, nous sommes encore dans les balbutiements de cette recherche. Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce que tu voudrais poser quelque chose d'autre? On n'a pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas s'il y a des questions qui vous viennent. Je n'ai pas d'autres questions. Si vous avez des commentaires aussi à donner à nos présentateurs, n'hésitez pas. On a une autre question qui vient d'apparaître de Marie-Lane Plante. Donc, est-ce qu'elle n'a pas bien compris l'explication qui exclut le déménagement en ville des personnes qui ont un problème de santé mentale, personnes qui ont commencé à avoir des délais, pensons aux troubles bipolaires? Alors, la raison pour laquelle vous n'avez pas compris, c'est que je n'ai pas expliqué. J'ai tout simplement statué de manière un peu dogmatique que la recherche a tendance à démontrer que ce n'est pas le social drift, ce n'est pas le fait que les gens qui se sentent affectés par ces problèmes de santé mentale déménagent vers les villes. Mais là, je tournerai peut-être l'ordinateur vers mon collègue Yves Rose, qui connaît peut-être davantage cette littérature. Alors, il va peut-être donner une réponse en anglais et je pourrais ensuite traduire. Oui, désolé for this sort of technical stuff. My French is too limited. As Daniel said, we know that people don't move into cities because they're disposed to get schizophrenia or other forms of psychosis. That's been ruled out. We don't really know what might have moved them. One possibility is that people who are disposed to get schizophrenia are also suffering from certain kind of cognitive problems, and there's more work available in cities. That was a thought that people had, but that's been ruled out just by looking at the history of people who actually moved to cities and seeing that they're no more at risk of schizophrenia than anyone else. Alors, donc, il y a toutes sortes, je vais traduire rapidement la remarque de Yann et peut-être l'élaborer. Bon, on pourrait, disons, de manière intuitive, on pourrait se dire que, effectivement, il y a des raisons de penser que la théorie du social drift, donc je ne sais pas quel serait le meilleur titre, le meilleur nom à donner à cette théorie, drift. Du mouvement de certaines populations vers les villes, il y a une possibilité à première vue qui est, les gens pourraient penser qu'ils seront entourés par des gens qui sont comme eux en allant dans les villes, que peut-être qu'ils trouveront plus de possibilités de traitement, ils sont l'objet de jugements, disons, dans des milieux ruraux qui tolèrent plus difficilement une certaine niveau de diversité, etc., etc. Et toutes sortes d'hypothèses explicatives à première vue plausibles. Ce qui les exclut, c'est tout simplement le fait que quand on a cherché à isoler donc, le facteur migration rurale vers les villes, on a tout simplement démontré que quand on prend ces populations de manière globale, ils ne présentent ni plus ni moins de facteurs de risque que d'autres. Donc c'est comme ça qu'on a partant donc d'hypothèses explicatives qui ont une certaine plausibilité à première vue, pu montrer qu'elles ne sont en fait pas opérantes. Encore une fois, il ne s'agit pas de comprendre ce qui a pu amener un individu ou un autre. On n'est pas intéressé jusqu'à un certain point, disons, à ce qui peut, dans la biographie d'un individu, le pousser à déménager, mais en regardant les populations qui ont migré des régions rurales vers les villes dans leur globalité, on voit que ces facteurs-là ne sont pas plus ou moins opérants qu'ils le sont dans la population générale. Et donc, c'est comme ça qu'on a fini par exclure l'hypothèse du social drift, du mouvement social. Merci beaucoup pour votre réponse. On a une autre question de Véronique Gay, qui est plus en lien avec votre méthode de vente. Si vous êtes affilié à d'autres groupes interdisciplinaires dans le monde pour
réaliser votre recherche? La réponse est oui. Et là, je vais peut-être, encore une fois, passer la parole. Je vais peut-être dire, bon, il y a des chercheurs, il y a des villes qui sont vraiment devenues les centres de ce genre de recherche, pour le meilleur et pour le pire, pour des raisons qui peuvent avoir des effets, disons, un peu distordants sur la recherche. Donc, Londres est une des villes où il y a énormément de recherche. Il y a un chercheur qui s'appelle James Kirkbride, qui est un collaborateur de notre groupe, qui est un des plus importants chercheurs dans le domaine. Je vais peut-être passer encore une fois la parole à Ian pour qu'il nous dise un peu comment le fait que la recherche soit centrée dans certaines villes peut être quelque chose qui apporte des éléments confondants. So I'll just say a word about why London is such an important place. London started collecting data of all sorts about 1,000 years ago. So we know we know what houses cost 1,000 years ago. We know how many people died on a Friday 1,000 years ago. And so because the sort of work that we're doing requires lots and lots of data linking city living, neighborhood living to rates of illness, you need to do that work in a place that's already collecting that data. It's very, very expensive to do. And typically you have to do it in a place where the government's already set up the institutions. One of the interesting things that Daniel mentioned is that London is not only a large city, but it's a city with a certain kind of social mega. And so we know, for example, that the very first studies of the effects of immigration on psychosis come from London, and the immigrants in question were from African and Caribbean countries. And so the question of darker skin immediately arose, and it's quite possible that because so much of the work is being done in London, that the question of skin color in the data has been skewed. Ouais. Alors, bon, donc, je traduis très rapidement, et il y a un élément sur lequel je voudrais peut-être m'étendre par rapport à ce que dit Ian. Bon, Londres est un des grands centres pour ce genre de recherche, en grande partie parce que Londres est une ville où on collecte des données, et des données notamment sur ce qui se passe en ville depuis des centaines et des centaines d'années, voire 1000 ans, et donc la richesse au niveau des données est absolument incroyable et plus grande que dans d'autres centres urbains. Il y a aussi le fait que Londres est là depuis plus longtemps que beaucoup d'autres villes. Il y a Londres depuis très, très, très longtemps, alors qu'il n'y a pas New York ou Montréal depuis aussi longtemps. Bon. Donc, il est naturel que l'on s'associe à des chercheurs qui travaillent dans des centres qui ont été aussi actifs et où il y a autant de données. Évidemment, et c'est là le côté, disons, potentiellement négatif, c'est la raison pour laquelle il faut compléter ce qui se fait dans des villes comme Londres par des recherches dans d'autres endroits. Les spécificités de Londres peuvent avoir, disons, apporter des biais aux directions des hypothèses et de la recherche, des biais qui ne sont pas nécessairement confirmés. Peut-être qu'ils le sont, mais peut-être qu'ils ne le sont pas par les recherches qui se font dans d'autres villes. Il y a un facteur qui m'intéresse beaucoup, moi, encore une fois, il y a ce philosophe politique qui vous parle, qui est que Londres est une ville, comme il y a de la ville, non seulement où la migration est une migration qui, surtout, à une certaine époque, était surtout une immigration africaine, des Caraïbes, etc., donc où la couleur de la peau avait une grande incidence. Et là où moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup également, c'est un ancien, et je suis certainement encore aujourd'hui, le centre de l'empire, le plus important empire colonial que le monde n'ait jamais vu. Il y a un chercheur que j'ai lu quand j'étais au premier cycle, qui tout d'un coup est revenu dans mon champ de vision, alors que j'ai commencé à étudier ces questions, qui est Frantz Fanon, qui est un psychiatre algérien, qui donc a étudié, il était traitant, il avait des patients, mais il s'intéressait également à l'effet du colonialisme, l'effet de la relation coloniale, qui est une relation très particulière. Ce n'est pas seulement une relation politique, c'est également une relation dans les gens qui sont affectés par le colonialisme, qui est une relation physique de tous les jours. Là, on va penser à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la défaite sociale. Une relation dans laquelle un des mécanismes par lequel le colonialisme opère, c'est en faisant penser aux sujets coloniaux, que leur langue, que leur culture, etc., est une culture qui doit être déplacée, que la meilleure chose qui peut arriver aux sujets coloniaux, c'est en quelque sorte d'accéder à la langue et à la culture du maître colonial. Et Fanon a répertorié, autant dans ses livres bien connus que dans ses études, ces notes psychiatriques qui viennent d'être publiées
très récemment, pour la première fois, les effets psychotiques que ce genre de relation peut avoir. Alors c'est fascinant parce que bon, on a là donc une source d'informations sur des mécanismes très menus, très petits, donc vraiment très proches de la peau des gens qui peuvent expliquer l'émergence de symptômes psychotiques. Mais pour ce qui est de... et donc on peut penser qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se produit dans un ancien centre colonial qui a été jusqu'à très récemment comme Londres, mais pas toutes les villes ne sont marquées par ce genre de relation. Quand on regarde une ville comme Montréal, qui est une ville qui est diverse, peut-être pas autant que Londres, mais qui présente une certaine diversité culturelle, il y a une différence notable qui est que même les gens qui ont une couleur de peau différente, à la différence de Londres, ne sont pas nécessairement des gens qui perçoivent encore dans leur peau la prégnance d'une relation coloniale. Alors, une des directions dans lesquelles il faut vraiment aller dans la recherche, c'est de voir si cette différence a un impact sur ces mécanismes. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à propos de la relation coloniale qui explique le fait que la couleur de la peau, dans les villes où nous avons fait le plus de recherches, a ce facteur de multiplication de risque aussi dramatique que celui que l'on a vu au plus début de ma présentation, de l'ordre de 5 fois plus de risques que pour la population générale. Donc, c'est une direction dans laquelle il faut vraiment aller pour comprendre de manière plus précise ce qui se passe. Et encore une fois, pour revenir à votre question au tout début, le fait que tant de recherches aient été concentrées dans une ville comme Londres, c'est une source de richesse, mais c'est également une source de limitation que nous devons chercher à comprendre. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, il me reste encore quelques minutes. Deux autres questions. Donc, on ne prendra pas plus que les deux autres questions qui me restent pour l'instant, si on a le temps de les faire les deux. Donc, première question, comment vous expliquez que la défaite sociale a un effet sur la psychose, mais pas sur d'autres troubles comme la dépression? Ouais. Alors là, il faut vraiment rentrer dans... Je voudrais que Lynn ait un moment pour... il y a quelque chose de très spéculatif, mais moi, la première fois que j'ai entendu cette littérature, la chose qui m'est venue à l'esprit, bon, les écrits de Fanon ont tendance à aller un peu dans ce sens. Quand vous pensez à ce que représente pour un organisme le fait d'être constamment présenté de manière quotidienne, et c'est là où la défaite sociale comme effet cumulatif de relations, d'interaction quotidienne avec les sciences a une certaine plausibilité. Il est presque rationnel pour l'organisme de se dédoubler, de protéger l'ego, le soi fondamental, en créant une sorte de persona séparé qui devient en quelque sorte la personne qui subit les interactions de l'ordre de la défaite sociale. D'ailleurs, un des livres de Fanon s'appelle en anglais Black Skin White Mask, masque noir, peau blanche. Et donc, ce phénomène de dédoublement, il l'avait en quelque sorte noté. Donc, encore une fois, des choses qui sont pathologiques peuvent également émerger d'une certaine rationalité de l'organisme. Et on peut comprendre pourquoi il y a cette tendance donc, de dissociation de l'individu qui doit trouver une manière de composer, de survivre dans un environnement où, si c'est son ego propre qui était constamment en train de se faire tabasser par la défaite sociale, il ne pourrait pas survivre. Donc, encore une fois, c'est spéculatif, c'est le genre d'hypothèse qu'un philosophe, c'est pour ça que nous devons être là, nous aussi, à la table, qui doit être étudié et validé. Mais moi, c'est la chose qui m'est tout de suite apparue lorsque la différence donc, entre dépression d'une part et psychose de l'autre m'a été présentée pour la première fois. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. On va prendre la dernière question. Donc, dans les grandes villes, on dit que plus il y a de monde, plus on se sent seul. Est-ce que le sentiment de solitude a été étudié? Si oui, quel serait l'effet sur la psychose et les autres troubles mentaux? Oui, vas-y. So the suggestion you've made is a very, very good one, very important one. The idea that in a crowd, one feels even more alone sometimes. This is something that people have considered. It's hard to evaluate, of course, because you have to ask about individual feelings, and one can't measure the individual feelings of a very, very large group. It's certainly a possibility, and one of the things that Daniel and I would like to think about is
as Daniel suggested before, how to identify features of groups that we could study that would give us some access into those kinds of issues. It connects to one other thing, which I'll say, which is in a particular case of immigrants, people have suggested, again, along the lines of the separation of who you are, that an immigrant is living in two worlds, the world of the home culture, the culture of the parents, and the world of the culture of the new place. And again, that somehow the conflict between one's inner feelings and the environment one's living in create a stress that's particularly toxic in the case of psychosis. Bon, je ne sais pas si j'ai le temps de... Oui, alors j'espère que les gens ont compris la réponse de Ian. Je rajoute peut-être une minute là pour le dernier point qu'il a fait. On cherche à comprendre parmi les multiples choses qu'on essaie de comprendre, c'est évidemment la plus grande incidence chez les immigrants. Bon, une des choses qui caractérise les immigrants, c'est cette tension constante qu'ils ont du fait d'avoir l'impression de vivre dans deux mondes, le monde de leurs parents, le monde de leur pays d'origine et le monde Donc, je conclue peut-être avec un des défis qui est le défi de cette recherche, au fond, c'est de faire le lien entre les mécanismes qui se produisent au niveau des individus pris isolément. Là, il y a un niveau qualitatif qu'on ne peut pas vraiment exclure de ce type de recherche, mais également de pouvoir ensuite engendrer à partir de cela donc des résultats populationnels. Donc, c'est travailler un peu sur les deux tableaux, le sentiment de solitude notamment, et comment il se traduit à l'échelle d'une population qui constitue un des fronts sur lesquels la recherche doit se développer pour comprendre de manière plus fine donc ce fait qui est avéré depuis des décennies, mais que nous cherchons toujours à comprendre et par rapport auquel nous ne sommes vraiment pas encore en mesure d'intervenir. Je vais conclure là-dessus en vous remerciant donc pour votre attention et je crois que donc la présentation va être mise en ligne, donc vous pouvez vous y référer et bien sûr nos propres contacts vont être mis en ligne pour que vous puissiez nous contacter si vous avez d'autres questions. Nous serions heureux de pouvoir y répondre, même après cette présentation. Donc, en terminant, je tiens à remercier chaleureusement notre conférencier, professeur Daniel Weinstock et professeur Ian Gould pour la présentation d'aujourd'hui. Je vous rappelle, comme professeur Weinstock a dit, vous allez recevoir le courriel dans les prochains jours avec toute l'information concernant l'enregistrement de la conférence et le PDF de la présentation. Vous allez également recevoir l'information pour le prochain webinaire qui va avoir lieu le 13 novembre et qui portera sur la santé mentale des aidants naturels. Merci à tous d'avoir participé et bonne journée.